Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Albert Mban, Manuel de gestion des documents administratifs et des archives, 2022. Arthur et Marius Vidot, Regard des Européens sur les Africains entre les XVIIe et XXe siècles. 360 citations pour une contribution à l'étude de l'histoire du Sud-Bénin, 2022. François-Xavier Noah des ZIMBI, La Russie face aux Occidentaux en Afrique centrale, 2022. Federica Burini, Cartographie participative et aménagement du territoire en Afrique subsaharienne, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu, La responsabilité sociale du philosophe face à la guerre en Afrique, enjeux et perspectives, 2022. Gilbert Germain, Nom à un plan Marshall pour l'Afrique subsaharienne, 2022. Asa Bchir, La tragédie de la performativité, 2022. Laurent Tanier, Les TIC dans le système éducatif camerounais. Cas de l'enseignement secondaire, 2022. Guy Latiam, Les médias africains à l'heure de la rupture. Vers un grand rétablissement, 2022. André Nika Wigize, Ethnisme et tragédie au Burundi, de l'identité nationale à l'identité ethnique, 2022. Léandre Serge Moyen, L'impossible État fédéral africain. Les droits fondamentaux à l'épreuve des identités culturelles nationales, 2022. Charlie Mebala dire, L'État dans les Afriques. État des lieux en Afrique subsaharienne, 2022. Amafi Planmedi Chichi Kambadji. Préface. La préface n'est ni l'inspiration d'une si brillante œuvre sur le long épilogue de la transition démocratique en République démocratique du Congo, ni la description du champ explicatif d'importants événements survenus dans la trajectoire de la transition avec ses écueils politiques et ses dérives institutionnelles. C'est plutôt un profilage de la problématique posée par les auteurs pour guider les lecteurs, et souligner sa portée dans la compréhension du phénomène de transition démocratique au regard des dispositions mises en place par différents ordonnancements juridiques en vigueur dans chacune de grandes périodes de notre histoire politique de 1990 à 2006. Les professeurs Ngoy Ndouba Kamatanda et Kayamba Chichi Ndouba ont consacré leurs recherches dans la période allant du 24 avril 1990 au 18 février 2006 pour relever les péripéties remarquables ayant donné naissance à nouvel éveil démocratique en vue de la construction d'un État de droit. La particularité de cet ouvrage intitulé « Constitution et transition démocratique en RD Congo, 1990 à 2006 » réside dans la quête intellectuelle visant à mettre en exergue le passage d'un régime autoritaire par rapport à la restriction de libertés civiques et politiques, ainsi qu'à l'érection des entraves à la promotion sociale et économique des membres de la communauté nationale à un régime de configuration démocratique, marqué par le libre choix des dirigeants en mode de compétition électorale, et à celle d'instauration d'équilibre entre les trois principales institutions classiques, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Les auteurs indiquent que cette phase de transition démocratique se distingue de celle de la consolidation démocratique par le jeu balançoire permanent, où s'affrontent les tenants du régime autoritaire de l'ancien ordre politique, et les acteurs politiques porteurs du changement pour un nouvel ordre politique doté d'institutions démocratiques. Celles-ci ne peuvent survenir que grâce à la mise en œuvre d'actes juridiques chargés de la promotion des libertés individuelles et collectives, ainsi que du respect de l'équilibre institutionnel pour l'apaisement de l'exercice politique et pour le développement de la nation. Les deux professeurs, auteurs de la présente publication, sont de père en fils respectivement docteurs en droit public et en droit constitutionnel,
qui focalisent leurs recherches d'une part sur l'analyse du processus de démocratisation d'un régime autoritaire vers un régime libéral et d'autre part sur l'appréhension des aspects formels et des dispositions juridiques du droit constitutionnel de transition. À la combinaison de deux approches, les deux auteurs situent la transition démocratique dans une croisée de faits et de droits qui ne répondant pas encore à une catégorie normative traditionnelle et stable, mais dont la force d'usage se situe à un stage intermédiaire examiné comme un interrègne constitutionnel avec une validité limitée plus par la force des faits que celle du droit. Les 5 textes examinés sont notamment celui portant sur les dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, adopté par la Conférence nationale souveraine, l'acte harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, l'acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, le décret constitutionnel du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, et la constitution de la transition promulguée le 4 avril 2003. Les 9 chapitres alignés dans cet ouvrage expliquent le cheminement d'un itinéraire stratégique de lutte entre les tenants de la conservation du pouvoir autoritaire et les forces sociopolitiques du changement, à la recherche d'un pacte transitionnel avec l'ancien ordre dictatorial, ainsi que le revirement entre transition contrôlée et la rupture révolutionnaire ou la dictature de la transition sous Kabila suivie après la rencontre de Sun City d'. Une transition partagée entre les forces belligérantes en présence et ensuite après 2011, d'une transition imposée par la violence d'État. Le grand intérêt de cet ouvrage est à la fois la richesse d'informations fiables y contenues sur le processus de démocratisation en République démocratique du Congo, et sur les grands rappels historiques de la probable réversibilité de tout processus de démocratisation si les leviers institutionnels et constitutionnels n'y sont pas bien tenus. Je souhaite enfin à cette gigantesque œuvre le bénéfice de large diffusion et de la lecture assidue de la part de chercheurs et d'acteurs sociopolitiques intéressés par le processus de la démocratisation politique en République démocratique du Congo. Eugène Banyakou-Loa Pepotu, professeur émérite à l'Université de Kinshasa, juge honoraire à la Cour constitutionnelle de la rez-de-chaussée. Introduction. Initiée par le discours historique du président Mobutu du 24 avril 1990, la transition démocratique s'allongera jusqu'en 2006, date de la célébration du référendum constitutionnel et des élections législatives et présidentielles, et partant de la mise en place des institutions politiques de la Troisième République régie par la Constitution du 18 février 2006. La transition démocratique aura duré au total 16 longues années, faites d'incertitudes, de revirements spectaculaires du contexte politique ainsi que des conflits armés ayant mis en mal la propre survie de l'État congolais. C'est aussi une période de convulsions politiques aiguës, qui avait nécessité d'une mobilisation décisive de la communauté internationale. L'objectif de toute transition démocratique est l'instauration d'un nouvel ordre démocratique durable et d'apporter des améliorations substantielles dans le domaine des libertés civiles et politiques, de promotion sociale et économique des membres de la communauté nationale et du contrôle citoyen du pouvoir politique. Cependant, le développement et l'issue d'une transition démocratique sont à la fois tributaires et résultant des contraintes structurelles et de la stratégie des acteurs mobilisés sur le champ politique transitionnel. C'est d'ailleurs ces facteurs qui expliquent les trajectoires divergentes des transitions démocratiques suivies par les États en crise, car, à la sortie de l'autoritarisme, en fonction d'une configuration particulière donnée par le jeu entre contraintes structurelles, héritage du passé, architecture institutionnelle et stratégie des acteurs, un pays peut se doter d'institutions démocratiques durables ou au contraire retomber dans l'autoritarisme. Ce qui implique clairement de considérer la transition politique comme une phase distincte de la consolidation démocratique. D'autre part, du point de vue du droit constitutionnel de transition, la transition congolaise est marquée par une inflation des textes constitutionnels, car 5 textes constitutionnels consécutifs avaient vu le jour et constituaient le cadre juridique et institutionnel de l'exercice du pouvoir politique. Il s'agit des textes suivants. L'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, adopté par la Conférence nationale souveraine.
Ce texte n'avait jamais été promulgué par le président Mobutu, et ses institutions n'avaient pas été mises en place. L'acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, loi numéro 93-001 du 2 avril 1993. Acte constitutionnel de la transition, 9 avril 1994. Le décret-loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997, relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. La Constitution de la transition promulguée le 4 avril 2003. L'analyse des processus de démocratisation d'un régime autoritaire serait incomplète si elle ne tient pas compte des implications du droit constitutionnel de transition. Cependant, si la science politique s'est investie à fond pour saisir dans les différents contextes géographiques les dynamiques de démocratisation, le droit constitutionnel peine à scruter l'impact ou mieux, la relation entre les caractéristiques formelles de l'écriture des constitutions post-autoritaires et le potentiel de réussite de la consolidation démocratique. En effet, l'analyse des processus complexes conduisant à la disparition d'un régime politique autoritaire et à l'instauration d'un régime démocratique impose aux juristes d'étudier l'ensemble des normes matériellement et formellement constitutionnelles qui contribuent au changement axiologique de l'ordre juridique. La succession de deux ordres constitutionnels ne saurait pas se réduire en effet à l'abrogation formelle de l'ancien ordre et à l'entrée en vigueur du nouveau. Bien au contraire, la transition se caractérise par des phases marquées par l'adoption d'une pluralité d'actes juridiques qui mettent fin au régime précédent, instaurent un régime intermédiaire et provisoire et conduisent à l'adoption de la nouvelle constitution. La consolidation des institutions démocratiques conclut le processus transitionnel. C'est là tout l'intérêt du juriste constitutionnaliste qui désormais se propose d'appréhender comment et à quel degré les aspects formels des constitutions post-autoritaires influencent-ils la transformation réussie des constitutions matérielles dans les scénarios post-autoritaires. Une telle question pose la nécessité de faire dialoguer les théories des Democratization Studies avec le droit constitutionnel, mais elle souligne également combien il n'est pas si aisé de saisir l'essence même du droit constitutionnel de transition. Suivant les formulations de Perlo Nicoletta, deux objections majeures peuvent suffire pour établir les prémices qui justifient l'incertitude de l'objet du droit constitutionnel transitoire. En premier lieu, puisque la Constitution comprend une fonction centralisatrice et structurante de l'ordre juridique, elle a une vocation de permanence et de stabilisation. Or, la transition étant un stade intermédiaire, examiné comme interrègne constitutionnel, elle a toujours été considérée par la doctrine comme relevant du pur fait et non pas du droit, étant donné que dans cette phase, aucune norme fondamentale établie ne semble fonder un ordre juridique globalement efficace et sanctionné. Ensuite, certains profils des constitutions provisoires contredisent la catégorie normative traditionnelle de constitution. Elles ne sont pas adoptées pour durer dans le temps, ayant bien au contraire une validité limitée. En outre, des doutes persistent quant à la forme constitutionnelle qu'elles adoptent, étant donné que le plus souvent elles sont produites par des actes infraconstitutionnels. Toutefois, leur contenu est matériellement constitutionnel et présente des caractéristiques uniques, qui font des constitutions provisoires une catégorie normative atypique du droit constitutionnel. Ces objections s'alignent également avec les théorisations d'Emmanuel Cartier sur le droit constitutionnel transitoire. Cet auteur recourt à l'expression « petite constitution », conceptualisée par Marcel Prélot, pour se référer aux constitutions provisoires édictées en vue de l'adoption d'une constitution définitive, le plus souvent après une rupture avec la constitution précédente. Partant de l'analyse de l'histoire constitutionnelle française et du droit comparé, Cartier s'interroge sur l'existence de tels actes en tant que catégorie normative propre au droit constitutionnel, ainsi que sur l'intérêt que peut représenter leur étude pour la théorie du droit en particulier et pour la matière constitutionnelle en général. Et pour mieux cerner cette notion de petite constitution, il énonce une double fonctionnalité de toute constitution provisoire.
d'abord la fonction structurante, commune à toutes les constitutions, et ensuite une fonction préconstituante, consistant à fixer les modalités de production de la constitution définitive après avoir déterminé l'organe titulaire du pouvoir constituant selon le type de légitimité revendiqué par la rupture politique que le plus souvent elles sous-tendent. Il en conclut que ces constitutions sont donc à la fois provisoires par leur durée, et transitoires du fait qu'elles permettent le passage d'une constitution à une autre, c'est-à-dire la succession de deux ordres juridiques. Elles sont censées épuiser l'ensemble de leurs effets dans l'accomplissement de leurs fonctions dites préconstituantes, sous réserve de la prorogation de certaines de leurs dispositions par la constitution définitive, qui leur confère ainsi une continuité matérielle sous une forme nouvelle. Pour Emmanuel Cartier, les constitutions provisoires ou transitoires s'inscrivent dans une triple dimension temporelle. Par rapport au passé d'abord. Elles sont issues d'une rupture avec l'ordre juridique précédent et partant, elles participent à la réception d'une partie de ses composantes dans un ordre nouveau. Ensuite, par rapport au présent. Elles organisent à titre provisoire les rapports entre les pouvoirs publics, sur la base d'un texte non nécessairement de forme constitutionnelle, et contribue de ce fait à la définition d'un ordre juridique de transition, relais plus ou moins formalisé. Enfin, par rapport au futur. Elle participe à la détermination du titulaire du pouvoir constituant dit originaire, en définissant les modalités de production de la constitution définitive. Ce faisant, les petites constitutions contribuent à la définition d'un droit transitoire matériellement constitutionnel. Pour sa part, le professeur Ourqueby assimile les constitutions transitoires aux constitutions de sortie de crise, car elles ont vocation à régenter cette période et cette zone grise constitutionnelle appelée transition, qui suivent les crises politiques. Durant cette période, la définition d'un nouveau modèle politique et constitutionnel devient une priorité avec des exigences somme toute assez classiques, mais indispensables. Adoption d'un régime politique bien souvent de type présidentiel ou semi-présidentiel, émergence du pluralisme politique et d'élections concurrencées, promotion des droits fondamentaux et instauration des cours constitutionnelles véritables gardiennes de ces droits et garantes de la démocratisation de l'État. Partant de ces prémices, cet ouvrage se propose d'analyser le processus congolais de transition démocratique du point de vue du droit constitutionnel et des institutions politiques. Ainsi, l'ouvrage appréhende l'organisation et l'exercice du pouvoir politique au Congo durant la période de transition vers la Troisième République, et ce par rapport à la théorie générale du droit constitutionnel. Fondée sur les notions d'institution et de politique, cette étude s'efforce de déterminer la nature et la spécificité des régimes politiques établis dans les cinq textes qui ont régi la période transitoire, 1990 à 2006. À ces deux notions essentielles de cet ouvrage, s'ajoute celle de régime politique, qui désigne le mode d'organisation des pouvoirs publics, mode de désignation, compétences, définition des rapports entre les différents pouvoirs. D'après Maurice Duverger, on entend par régime politique un ensemble complet d'institutions coordonnées et articulées qui se réfèrent à la fois aux fondements du pouvoir, au choix des gouvernants, à leur structure et à leurs limitations. En clair, les régimes politiques sont des constellations dont les institutions sont des étoiles. L'étude des régimes politiques permet d'amorcer à la fois celle des institutions politiques. Nous étudions dans cet ouvrage les régimes politiques tels qu'organisés dans les différentes constitutions, ayant régi la transition démocratique en RD Congo, par l'analyse de type empirique et descriptif formel. Ceci nous permet d'amorcer une réelle contribution à l'histoire des institutions de la RD Congo. En outre, pour mieux faire dialoguer le droit constitutionnel transitoire avec les Democratization Studies, il convient de préciser quels outils méthodologiques seront mobilisés pour ce faire. Le traitement des textes constitutionnels effectué dans cet ouvrage s'efforce de combiner la méthode exégétique et la méthode dialectique. Les 5 textes constitutionnels de la transition seront appréhendés comme des règles de droit qu'il convient d'analyser comme porteurs des valeurs en elles-mêmes, et de les disséquer analytiquement pour comprendre leur portée juridique, loin de toute considération littérale. Ensuite, nous situant dans la ligne de Duguy, nous envisageons le texte constitutionnel comme un élément du contexte social où il est inséré, dont elle est le produit, voire le moteur, mais dont il est vain de l'isoler. À travers la méthode dialectique,
nous insérons une certaine dose de l'approche sociologique du phénomène juridique pour rendre compte de certaines options doctrinales propres de la théorie générale du droit constitutionnel, c'est-à-dire en nous éloignant le plus loin possible du pur juridisme. En effet, le droit est aussi un fait de culture puisqu'il est le régulateur des relations sociales. La conception et la finalité du droit diffèrent d'une culture à l'autre, d'un type de société à une autre. L'analyse des textes constitutionnels sera précédée de quelques formulations théoriques portant sur les notions d'institution, de politique, de la transition démocratique et le droit constitutionnel transitoire qui constituent le cadre théorique de cette étude. Chapitre 1er Transition démocratique et droit constitutionnel. Les aspects théoriques du constitutionnalisme de transition. 1. Les institutions politiques. Nous venons de préciser dans l'introduction que cette étude est fondée sur les notions de institution et politique. Ces deux mots peuvent être expliqués comme suit. Institution. Le mot institution est un concept flou et vague, parce qu'il désigne plusieurs réalités vivantes et variées. Le terme institution vient du verbe latin institure qui signifie créer, fixer, établir, fonder, etc., c'est-à-dire tout ce qui est inventé, créé, établi par l'homme d'une manière durable et permanente. Donc une institution est une création humaine à l'opposé du fait naturel. André Turmel affirme que parmi les éléments constitutifs d'une société, les plus marqués sont les institutions. Elles sont notamment caractérisées par un haut degré de permanence. Elles sont de plus cristallisées, voire sédimentées dans l'histoire d'une société. À vrai dire, les institutions sont le point nodal de la constitution des personnes en acteurs sociaux. C'est par et à travers les institutions qu'une personne devient un acteur social doté d'habiletés et de capacités pouvant en faire un membre actif dans une société. Dans l'usage courant ou journalistique, la notion d'institution se réfère à un groupe, à une collectivité ou un groupement de personnes, c'est-à-dire à un ensemble d'acteurs qui sont regroupés autour d'une fonction sociale reconnue, légitime et dont le comportement est prévisible et attendu. Une prison, un hôpital ou une école sont des institutions. En effet, comme l'affirme Giddens, un hôpital remplit une fonction sociale particulière qui tourne autour des besoins de santé. Y est prévisible le comportement des acteurs qui en sont partie prenante, médecins, malades, techniciens, personnel de soutien. Comme on peut l'observer, ce langage courant confond le concept d'institution avec celui d'établissement. L'établissement est d'abord un lieu physique et géographique où se déroule un certain nombre d'activités articulées autour d'une fonction sociale. L'établissement constitue un existant empirique, au sens de lieu et d'espace historiquement situés et datés. L'institution peut s'y manifester, sans jamais toutefois se confondre à terme avec l'établissement. Il y a amalgame entre les deux, lorsque l'institution est rabattue et réduite sur l'établissement. En outre, le concept institution ne saurait être confondu avec celui d'organisation. Une prison, un hôpital ou une école sont aussi des organisations fonctionnant selon les paramètres organisationnels habituels avec une hiérarchie de pouvoir, une structure formelle et informelle d'autorité, une division du travail, un contrôle des tâches, des contraintes budgétaires, etc. Dans ses analyses, Freytag s'intéresse particulièrement à cette opposition dichotomique institution-organisation. Pour ce faire, il s'inspire de la notion weberienne de rationalité instrumentale, l'opposé de la rationalité en valeur ou culturelle. Il affirme donc que l'institution se définit par la nature de sa finalité, qui est posée, définie et rapportée au plan global et universel de la société, et elle participe elle-même du développement expressif des valeurs à prétention universelle qui sont propres à la fin qu'elle sert. Par contre, poursuit-il, l'organisation se définit de manière instrumentale, elle appartient à l'ordre de l'adaptation des moyens en vue de l'atteinte d'un but ou d'un objectif particulier. On voit là se profiler l'idée d'utilité, d'efficacité et d'efficience, composantes incontournables de la rationalité instrumentale. Pour André Turmel, une institution constitue un ensemble de dispositions et d'aménagements qui sont culturellement et socialement construits autour d'une activité sociale et qui tendent à se perpétuer dans l'espace et le temps. Autrement dit, stable design for chronically repeated activity sequence. En outre,
Il convient de signaler que Parsons et ses disciples se servent du concept d'institution pour définir celle de structure sociale. Pour ces auteurs, la structure est une intégration institutionnelle. La structure consiste dans une combinaison et une différenciation des institutions. La structure d'un système social est stabilisée et renforcée par l'institutionnalisation des modèles et des valeurs. Dans son livre The Social System, Parsons propose la classification suivante des institutions. Institutions ayant trait aux relations, relational institutions, qui définissent l'expectation des rôles comme tels, indépendamment du contenu des intérêts. Institutions régulatives, qui définissent la légitimité de la poursuite des intérêts privés en tenant compte des buts et des moyens. Ces institutions peuvent être A. Instrumentales, B. Expressives et C. Morales. Institutions culturelles, qui peuvent être de trois genres. A. Croyances et cognitives, B. Système des symboles expressifs, C. Obligations morales privées. Politique. Pour Georges Ballandier, le terme politique s'applique aux phénomènes concernant le gouvernement des sociétés humaines, que l'État soit ou ne soit pas nettement constitué. Il s'agit alors d'une acception plus large du concept, car il retient trois dimensions du politique. Les formes d'organisation du pouvoir. Les stratégies résultant de la compétition des individus et des groupes, policy au sens anglo-saxon. À un moindre degré, la connaissance politique. Au-delà de la polysémie, ambiguïté et incertitude, le terme politique a traditionnellement été associé et connecté à deux notions, l'État et le pouvoir. D'une part, restant dans le droit fil de la conception d'Aristote sur la polis, considérée comme la société principale, les définitions traditionnelles s'inscrivent dans une perspective organique définissant la politique par rapport à l'État, considéré comme le cadre prééminent de l'action et de la vie politique. Max Weber situe aussi sa définition du politique dans la mouvance du rapport à l'État, en y ajoutant les moyens objectifs de l'action politique qui sont des attributs de l'État. Les notions de territoire, organisation administrative et contraintes physiques. Pour cet auteur, est politique un groupe de domination dont les ordres sont exécutés sur un territoire donné par une organisation administrative qui dispose de la menace et du recours à la violence physique. D'autre part, un bon nombre d'auteurs contemporains comme Dahl, Burdeau et Duverger ou Aron s'inspirent d'une conception fonctionnelle de la politique. Ils définissent cette notion du politique par rapport au pouvoir, considéré comme un phénomène social, la politique étant l'exercice du pouvoir, tout politique ayant une dose de pouvoir, de domination ou d'autorité. En se fondant sur les rapports contradictoires engagés des couples d'opposition État-société civile, élite politique-peuple, Bayard considère que le champ politique représente cet espace privilégié et professionnalisé du macrocosme social où se construit et se reconstruit le jeu et les relations politiques. Pierre Bourdieu, pour sa part, définit le champ politique comme un microcosme, c'est-à-dire un petit monde social. On y trouvera un tas de propriétés, de relations, d'actions et des processus que l'on trouve dans le monde global, mais ces processus, phénomènes y revêtent une forme particulière. C'est ce qui est contenu dans la notion d'autonomie. Un champ est un microcosme autonome à l'intérieur du macrocosme social. Dans cette définition, l'auteur insiste sur la propriété d'autonomie de cet univers politique, en ce qu'il est régi par ses propres codes, principes et règles de fonctionnement, tout en mettant en œuvre des critères d'évaluation qui lui sont propres et partant différents du monde social ordinaire. En outre, l'autonomie du champ politique, selon Bourdieu, implique naturellement une logique propre et cette logique est au principe des prises de position de ceux qui y sont engagés. Elle implique qu'il y a un intérêt spécifique qui n'est pas automatiquement réductible aux intérêts des mandants. Le fonctionnement en champ produit une sorte d'effet de fermeture. Plus un espace politique s'autonomise, plus il avance selon sa logique propre, plus il tend à fonctionner conformément aux intérêts inhérents au champ, plus la coupure avec les profanes s'accroît. Dans le cadre de cet ouvrage, nous prenons cette expression dans son sens scientifique qui signifie un ensemble de connaissances, le savoir se rapportant à l'État. Ce qui fait qu'en unifiant les deux concepts, institution et politique, nous évoquons davantage l'organisation supérieure de l'État, la détermination des fonctions de ces organes dits politiques, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de la gestion des intérêts de l'État. 2. Transition démocratique, TRANSITOLOGIE et CONSOLIDOLOGIE.
L'ouvrage de Guillermo O'Donnell et Philippe Schmitter intitulé Transition from Authoritarian Rule, Tentative Conclusion about Uncertain Democracy, est l'un des textes les plus influents sur l'étude des transitions démocratiques dans les sciences politiques contemporaines. Il constitue une pièce fondamentale à l'origine de la transitologie, une sous-discipline des Democratization Studies. En effet, depuis les années 1990, le changement politique a été principalement analysé sous l'angle des processus de transition. La transitologie, formulée dans les années 1980, est devenue une école dominante pour comprendre les changements politiques intervenus en Europe du Sud, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Sur ces nouveaux terrains, le changement politique allait le plus souvent de pair avec un changement économique, transition à l'économie de marché pour l'ancien bloc soviétique, ajustement structurel et conditionnalité libérale pour l'Afrique. À ses débuts, les formulations théoriques de la transitologie étaient fortement inspirées du contexte politique très structurant des années 1980 à 1990, dans lequel la démocratisation était à la fois un objectif politique universel et une valeur morale. Elle cherchait à comprendre fondamentalement l'évolution des pays qui se débarrassaient d'un pouvoir autoritaire, Grèce, Portugal, Espagne et Amérique latine. De ce fait, l'objet de la transitologie consiste à analyser le changement des procédures politiques au cours d'une période couvrant l'effacement d'un régime autocratique et les efforts pour implanter une démocratie. O'Donnell et Schmitter donnent une définition canonique du concept de transition. Elle constitue l'intervalle entre un régime politique et un autre. La centralité de leurs analyses traite non seulement de la phase de transition vers la démocratie, mais aussi le résultat ou mieux au sort de l'aboutissement du processus de transition. Pour Guyot et Schmitter, le concept de transition définit un de temps délimité à chaque extrémité par l'existence d'un régime politique présumé stable. Cette période est une sorte d'interrègne qui ne se laisse pas définir par des procédures, des normes et des conduites prévisibles, mais plutôt par des conflits portant sur la nature et la forme des premières, et sur l'impact qu'elles auront sur les secondes. Les transitions, par conséquent, se laissent mieux saisir comme des situations politiques sous-déterminées, où l'absence de règles claires et les conflits opposant différents acteurs sur la nature de ces règles rendent les évolutions politiques extrêmement imprévisibles. À ce jour, la transitologie expérimente un changement de perspective à partir de la constatation empirique de l'inadéquation de ces outils traditionnels pour expliquer les transformations des politiques des États subsahariens ou post-soviétiques. Elle se débarrasse progressivement de sa conception téléologique du changement politique, édifiée par le modèle implicite de la démocratie occidentale. La critique a produit un glissement de perspective qui ne se focalise plus exclusivement sur le changement politique lui-même, sinon qu'elle produit des propositions analytiques pour saisir les régimes politiques issus de ce changement politique, notamment dans la perspective de la consolidation démocratique. On en arrive alors au passage de la transitologie vers la consolidologie, produisant ainsi la théorie des régimes hybrides qui rendent compte de la diversité des régimes issus des transitions, plus tout à fait autoritaires, mais pas encore réellement démocratiques. Ce glissement suggère avant toute chose que l'émergence de nouveaux arrangements politiques ne suffit pas à déclarer clos le processus de changement de régime. Ce processus reste virtuel, jusqu'à ce que les règles autour desquelles un accord limité s'est constitué ne deviennent l'unique référent comportement politique. Ce qui appelle à la socialisation des règles et des procédures du jeu politique. La centralité de l'analyse ne porte plus sur le changement de la nature des politiques, mais plutôt sur le degré d'institutionnalisation des règles les définissant. Pour Ethier, les théories la consolidation tendent à privilégier l'étude du consensus qui se forme autour des nouvelles ressources institutionnelles et procédurales, d'abord au niveau d'une élite politique et ensuite au niveau de l'ensemble des citoyens. C'est ainsi que plusieurs auteurs ont ainsi exploré l'application des hypothèses et prescriptions des séquences et dynamiques générales de transformation des régimes politiques aux contingences africaines de démocratisation. À ce jour, la transitologie et la consolidologie trouvent en Afrique noire un terrain d'analyse très fécond pour essayer de comprendre l'occurrence de la démocratie et surtout les raisons qui expliquent qu'elle résiste ou succombe. Ainsi,
Dans le contexte des États d'Afrique noire, les approches déterministes, le développement économique comme préalable à la réussite du processus de démocratisation, les approches volontaristes, l'importance du leadership et de l'individu rationnel et culturaliste ont été progressivement écartées pour privilégier l'approche néo-institutionnelle qui saisit la démocratisation comme une construction institutionnelle opérée par des acteurs concrets, mais les choix de ces acteurs ne sont pas exempts de contraintes. On comprend dès lors que cette approche met en exergue la variable stratégique des acteurs politiques, tout en pondérant le poids des facteurs limitatifs tels que les contraintes structurelles économiques, les héritages du passé ou les architectures institutionnelles sur les acteurs dans la construction démocratique. 3. Les modes de transition démocratique. Gazibo Momoudou définit la transition démocratique comme la période qui s'écoule entre les premières mesures d'ouverture du régime autoritaire et la tenue des premières élections dites fondatrices. Il estime également que la durée de cette période varie selon les pays, mais analytiquement, la transition démocratique peut être exposée selon 3 versants principaux qui font consensus dans la littérature. 1. La libéralisation qui amène à interroger sur le contexte interne et externe dans lequel les processus de démocratisation ont émergé et sur les acteurs engagés dans ces processus. 2. Les modes de transition. Et enfin 3. Les premières élections qui clôturent la transition et qui, si elles sont libres et transparentes, fondent la démocratie. L'analyse des modes de transition est essentielle pour comprendre les dynamiques de démocratisation des régimes politiques. Pour Terry Lincarl, qui a largement étudié les modes de transition en Amérique latine, un mode de transition renvoie à l'ensemble des arrangements institutionnels et politiques pris par les principaux acteurs politiques pour encadrer la période de changement de régime. Il s'agit principalement de nouvelles règles, de nouveaux rôles et de nouveaux comportements établis, lesquelles dispositions peuvent ou non représenter une rupture importante avec le passé. Ces dispositions façonnent les perspectives de consolidation du régime à l'avenir. Les modes de transition appréhendent principalement les interactions stratégiques entre les principales forces politiques qui concurrentent à définir et à mettre en pratique le cadre juridique et politique devant régir la période de transition, car ce sont ces interactions qui aident à déterminer la qualité et le type des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.